Bienvenue! Cette vidéo est extraite de Panoramia, l'émission d'actualité sur l'intelligence artificielle présentée par l'Idriss. Panoramia, c'est un live, un vendredi par mois à 10 h. L'émission est composée d'actualités grand public, mais aussi de revues état de l'art sur les avancées scientifiques et techniques en IA. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, et bonne vidéo! Bonjour à tous, bienvenue dans Panoramia. Bonjour. On est aujourd'hui avec mes collègues Léo Léo et Gou. Pierre. Je suis Kamel Garda. On est tous les trois ingénieurs de recherche en IA à l'Idriss. Je propose qu'on commence sans plus attendre avec Pierre qui va nous faire une revue de papier. Bonjour à tous, pour cette revue de papier aujourd'hui, je vais vous présenter Titan, Learning to Memorize at Test Time, un papier qui est sorti en décembre et qui est produit par des gens de Google. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Alors c'est une thématique qu'on a déjà abordée un certain nombre de fois ici à Panoramia. C'est une architecture de modèle qui se place comme un concurrent qui va essayer de remplacer les transformers. Donc on va commencer par un petit rappel sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de remplacer les transformers finalement, et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui personne n'a su les détrôner. On verra en détail qu'est-ce que c'est que cette architecture proposée, quels résultats ils obtiennent, et puis peut-être quel travail il reste encore à faire pour vraiment que cette architecture soit adoptée par la communauté. Donc tout d'abord, donc quelle est la limite aujourd'hui avec les modèles qui sortent? Donc là, moi je vais avoir un biais qui est assez orienté sur donc le traitement du langage, parce que c'est plutôt un domaine que je suis plus que le reste. Mais ce sera donc ma vision de plutôt axée de ce côté-là. Hem, donc on vous a déjà parlé un peu d'un triangle impossible, dans lequel il faut qu'un modèle soit scalable, efficace et performant. Et donc, les différentes architectures se placent à des différents endroits sur ce triangle-là. Donc on a tous les modèles qui sont historiquement à base de RNN, heu, qui sont surtout efficaces parce que à l'inférence, ils ont une complexité linéaire avec la taille de la séquence. Au niveau des performances, c'est pas aussi performant qu'un transformer, par exemple, de ce que j'ai pu comprendre. Il y a pas beaucoup de modèles aujourd'hui de traitement de langage qui sortent à base de RNN. Et donc ça, c'est une question qui a été répondue à la base par les transformers qui sont scalables et performants. Alors scalable, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, les RNN, si vous voulez les entraîner, et ben, vous pouvez pas faire ça en parallèle avec différents batchs, parce que vous avez une dépendance temporelle dans votre modèle qui fait que vous pouvez pas traiter des séquences en une seule fois. Donc voilà, ça ralentit beaucoup l'entraînement et du coup la scalabilité au final de ce modèle-là. C'est pas le cas des transformers, mais les transformers ont un autre problème qui est du coup l'efficacité. Parce que quand vous utilisez un transformer à l'inférence, vous avez une complexité qui est en haut de n carré en fonction de la taille de la séquence que vous avez en entrée. Et donc ça, c'est très problématique. Alors j'ai mis une petite flèche qui va vers le haut parce que cette réponse, enfin cet aspect-là est plus ou moins en train d'être répondu parce on va toujours plus gros en termes de capacité de calcul. Ce qui fait que finalement, ça permet d'avoir des modèles qui ont des séquences qui sont plus grandes. Mais c'est une demi-réponse parce qu'on pourra pas toujours étendre la taille de la séquence. Et il y a certaines problématiques qui donc ont besoin de très grande taille de séquence. Heu et ensuite vous avez à gauche donc la plupart des alternatives aujourd'hui aux transformers qui sont efficaces et scalables. Donc on peut entraîner en parallèle et on a une, une complexité en O de n, donc enfin qui est linéaire par rapport à la taille de la séquence. Par contre, on n'arrive pas à obtenir les mêmes performances qu'avec les transformers. Donc j'ai mis une flèche où aujourd'hui, c'est ce qui manque finalement à ces alternatives-là. Donc quand je parle de ces alternatives-là, c'est beaucoup de choses qu'on a citées déjà dans Panoramia. Vous avez les Mamba, RWKV, RetNet, des choses comme ça. Et donc voilà. Et donc Qui sont, je te coupe Pierre, c'est des alternatives qu'on a présentées, on l'a vu sur les mois qu'on suivi. Il y a eu des reprises avec des trucs hybrides, on mélange du transformer et du Mamba par exemple. ouais. Mais c'est vrai qu'on n'observe pas un boom, et pas un grand modèle public qui est sorti avec ces technos-là. Personne ne vient en tout cas remplacer l'architecture transformer aujourd'hui. Et même tous les modèles qui sont sortis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de modèles qui soient sur d'architecture autre que transformer. Heu, donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vous présente un papier qui ben, essaye de trouver donc le Graal qui serait donc au milieu de ce triangle qui est donc les 3 aspects, en tout cas
heu, qui répondent aux 3 aspects, 3 problématiques. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une alternative au transformer? Donc voilà, donc on va voir en détail comment, fonctionnent ces modèles, Titan, et quelle est l'astuce derrière. Alors les auteurs, partent du principe que, heu, le problème de l'apprentissage, en fait, c'est un problème d'organisation de la mémoire et ils essaient de se calquer sur, ce qu'il y a chez nous, et donc il y a différentes choses, on a différentes mémoires et donc eux, ils ont, choisi de faire 3 types de mémoires différents dans leur modèle, de traiter de ça, de façon différente ces trois mémoires-là. Donc il y aurait la mémoire, la core memory qui serait, donc en fait la mémoire immédiate et qui serait répondue par, le mécanisme d'attention qui est donc, très précise mais qui, n'a pas une portée très loin, dans le temps donc voilà, ce sont des tailles de séquences limitées. Ensuite, il y aurait une, contextual memory qui serait donc une mémoire à long terme. Eux, ils ont choisi de, répondre à ça, avec un modèle, qui serait donc un MLP, heu, qui servirait donc à stocker, ces informations-là. Heu et enfin, il y a, la mémoire persistante qui serait donc une mémoire plutôt de méthode, de comment sont fait les choses, de tâches si vous voulez et donc qui serait donc, des poids appris qui ne dépendent pas des données. Heu, voilà. Heu Là-dessus, alors du coup, ils ont proposé, donc ça c'est leur paradigme de base et ils ont proposé, avec ce paradigme-là, 3 façons, différentes de les intégrer dans une architecture. Alors tout d'abord, on va, présenter pourquoi est-ce que c'est ce mécanisme de mémoire et comment est-ce qu'elles sont arrivées au MLP. Finalement, ce qu'ils ont trouvé important et ce qui est le parallèle avec, nous, et notre mémoire, on retient facilement ce qui, nous surprend et donc ils vont dire: «On va, essayer d'estimer la surprise du modèle sur les données qui arrivent et au moins retenir une partie de cette surprise-là» et finalement, comment est-ce qu'ils estiment la surprise? Et ben, avec, les gradients du modèle. Donc si, les données qui arrivent sont très différentes des données que le modèle a déjà vues, on aura un fort gradient dessus et donc voilà, ça explique pourquoi est-ce que, le gradient est, proportionnel à la surprise et ensuite il y a des effets de bord, à utiliser simplement cette chose-là. C'est que, finalement vous avez peut-être un effet d'oubli ou en tout cas vous ne retenez pas du coup les choses qui sont pas, forcément, surprenantes et donc là, ils vont essayer d'avoir une espèce de momentum pour retenir, en gros, les événements un peu passés. Parce que des fois, c'est un événement un peu plus long que juste, une étape qui est surprenant. Donc il faut avoir des choses un peu plus dans l'ensemble. Donc finalement, on arrive à, une descente de gradient avec momentum, sur un MLP. Donc mais ça vient plutôt, d'un aspect on essaie de copier ce qui se passe, chez l'humain. Heu, alors voilà, il y a un autre, aspect dont je vous ai pas mis la formule, qui est aussi, donc pour une question de gestion de mémoire, parce que finalement un MLP avec différents layers, c'est pas quelque enfin, c'est quelque chose qui est assez limitant, qui est moins limitant que, les différentes alternatives qui existent aujourd'hui aux transformers, où souvent on essaye de remplacer, l'attention par quelque chose qui est linéaire, donc une matrice, un vecteur ou des choses comme ça. Là, on a quelque chose qui est non linéaire, mais qui n'a pas cette complexité en O de n carré. Et donc il y a cette histoire de gestion de mémoire et de gestion de données. Et donc ce qui est fait aussi, c'est, une espèce de, heu une autre étape, dans l'apprentissage qui, consiste à choisir, si, on doit retenir ou non, ces données qui arrivent. Et donc voilà, on peut choisir d'oublier des choses. Donc ça permet du coup de pas, surcharger la mémoire sur des choses inutiles. Heu, donc la première architecture, donc c'est la mémoire, dans le contexte et donc pour cette architecture-là, vous voyez que du coup il y a, durant l'entraînement, on va apprendre cette persistent memory, donc qui est en rouge tout en bas et quelque chose qui ne bougera plus, à l'inférence et qui va donc, voilà simplement, avoir cet aspect-là aujourd'hui ma tâche c'est de répondre à des questions et donc on aura, ce poids-là qui sera, choisi pour répondre à des questions. Ensuite, vous avez la core memory qui est donc, assez classique, qui est donc l'attention des transformers et la neural memory, qui, donc a un mécanisme heu,
de lecture-écriture, si vous voulez, de la mémoire, où vous avez d'abord la lecture avec un retrieval sur la mémoire pour passer dans l'attention. Et finalement, l'attention va aussi, du coup, choisir parmi ce que vous avez retrouvé dans la mémoire importante et parmi les nouvelles données, ce qui est important à garder. Et donc, c'est après, vous avez, après l'attention, une étape de mise à jour donc, de cette mémoire à long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui, vous verrez pour les résultats, marche assez bien. Heu, mais il faut quand même, du coup, comprendre que cette mémoire à long terme, c'est une étape de descente du gradient que vous faites à l'inférence aussi. Voilà, donc ça peut avoir un coût, qui n'est pas d'ailleurs, trop estimé dans le papier, mais qui serait intéressant de connaître. Est-ce que tu sais la taille que représente cette mémoire à long terme? Souvent, c'est un petit MLP, 3-4 couches, c'est D'accord. pas très, très gros. Donc tu as une descente de gradient, mais elle est potentiellement minime. Oui, Et sur le GPU, voilà, l'inférence, ça peut pas prendre place, a priori? oui, mais en tout cas, ils ont au moins pour, l'entraînement total du modèle des comparaisons et ça se compare à d'autres modèles, finalement, l'entraînement d'autres modèles, hein. J'ai mis ça dans les résultats. 2e façon de faire, il y a Memory as a Gate, donc qui ressemble un peu à ce que vous avez dans les RNN où vous avez donc, finalement, des espèces de portes, qui sont sur l'historique. Est-ce que, je récupère ou pas l'historique? Heu, donc là, la différence avec ce qui est fait avant, c'est que vous n'utilisez pas la sortie de l'attention pour mettre à jour votre mémoire à long terme. Heu, donc c'est quelque chose que, voilà, vous utilisez simplement avec les données d'entrée, voilà. Et donc il y a pas de revue du modèle sur ce qu'il doit garder ou pas. C'est simplement à la mémoire à long terme, donc au modèle qui sert de mémoire à long terme, de faire sa sélection et de retenir, ce qui est important. Et ensuite vous avez donc, Memory as a Layer, où là finalement, tout passe par, cette mémoire à long terme et c'est cette sortie de la mémoire à long terme que vous prenez dans le mécanisme d'attention et qui fera le tri après. Voilà, c'est 3 façons de faire, qui sont différentes et qui se défendent. Hem, on va voir qu'elles ont, toutes un peu des avantages et des inconvénients, et que, elles ont toutes un intérêt en tout cas à être utilisées, heu, donc voilà, ça c'est pour, après je vous présenterai les résultats. Donc sur les résultats, il y a différents benchmarks, qui ont été utilisés. Le premier, c'est donc la tâche de needle in a haystack, donc une aiguille dans une botte de foin, et l'idée, c'est de donner un contexte très long à un modèle et d'avoir une information dans ce contexte-là que le modèle doit retrouver en lui posant la question. Heu, donc ça, c'est quelque chose qui marche, très bien, avec cette architecture-là, qui, finalement, la mémoire à long terme fait quand même son rôle et ils arrivent à retenir, des choses qui sont importantes dans ce très grand contexte. Alors ils ont comparé donc voilà aux différentes, alternatives aux transformers et on peut voir qu'en moyenne, en tout cas, ils ont des meilleurs résultats que ceux-là. Donc là, il y a une dernière architecture que je vous ai pas présentée, le LMM. C'est simplement, un modèle dans lequel ils enlèvent complètement le mécanisme d'attention et ils utilisent simplement cette mémoire à long terme. Voilà. Qui a aussi des résultats, qui sont intéressants, et l'intérêt de proposer ce modèle-là, c'était de dire qu'effectivement, juste l'ajout de la mémoire à long terme a son importance et a des résultats. J'ai une question dans le chat qui demande, c'est quoi le plus plus de transformers? Dans l'article, ils font référence à Llama, en fait, si on regarde les sources. Oui, en fait, le plus plus, c'est que c'est un lama 8B qui utilise du RAG. Voilà. J'utilisais un autre, benchmark parce que, alors, si vous voulez, le needle in a haystack, vous avez une seule information à retrouver dans un contexte qui est très long. Heu, donc voilà, mais il y a des benchmarks qui sont du même type, mais qui sont quand même plus compliqués, où vous devez finalement, croiser des informations à différents endroits dans le contexte qui sont assez éloignés pour, répondre à la question. Et on peut voir que, en fonction de la taille de la séquence, bon, au début on a, donc là ils se comparent vraiment à des très gros modèles, hem alors que leurs modèles sont tout petits, hein. Le plus gros modèle qu'eux ont entraîné, c'est un, 740 millions de paramètres. Ah oui, on est en dessous du binaire, du coup. Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment, Et on peut voir quand même que pour les très, très grandes, séquences, la plupart des modèles ont quand même des performances qui descendent, alors qu'eux arrivent finalement à, quand même résister pas mal à cette, longueur de séquence qui augmente. Donc ça, c'est,
un résultat quand même très encourageant pour la suite de ces modèles-là. Et en termes d'efficacité, donc pour l'entraînement, donc la première chose, ils ont comparé donc l'entraînement, d'abord, c'était sur une tâche heu, de prédiction de séquences de protéines, donc qui est une tâche pour laquelle il y a besoin d'un très long contexte. Et on peut voir que sur le throughput utilisé, donc pendant l'entraînement, finalement, les différentes architectures, ont un throughput qui est un peu comparable, aux alternatives, des transformers. Malgré, ce MLP qui même à l'inférence aussi, a besoin de faire une descente de gradient. Et ils ont, donc ça, à droite, vous avez une comparaison sur le benchmark qui est donc le Babylon. Donc on a, des informations à croiser dans un très long contexte et on peut voir que alors, le numéro que vous avez en haut, c'est, si vous voulez, le nombre de couches du modèle qui est utilisé pour la mémoire à long terme. Et donc effectivement, quand vous augmentez ce nombre de couches-là, et ben, vous quand même diminuez heu, le throughput. Alors, donc là, c'est un petit warning en mode, c'est à réfléchir, faut pas prendre forcément une mémoire long terme qui est, la plus grosse possible, parce qu'il y a quand même des aspects négatifs. Donc, si au total de votre modèle, le throughput est trop descendu, eh ben, vous n'allez pas pouvoir entraîner, quelque chose d'assez gros, en tout cas, ou avec beaucoup de tokens, voilà. Hem, mais, on peut voir que par contre, c'est assez résistant à la taille de la séquence. Même si vous avez une très grosse séquence, et ben, le throughput est quand même, reste quand même assez stable. On pose une question, on a indiqué que le lama était avec du RAG. Est-ce que c'était le cas aussi pour les autres modèles? Il me Non, semble pas. Il y a les autres que modèles un les autres modèles sont pas Eurag. Une Heu, jolie pente linéaire sur le transformer plus. oui. C'est vraiment ce que tu expliquais en début, hein, c'est vraiment la problématique, hein. Moi j'avais une question, c'est, tu expliquais que le Titan donc, LMM? Oui. MMM, merci. Il y avait plus d'attention dedans? Est-ce Non, que tu as des chiffres sur, la qualité du texte que ça génère? Les canaux d'attention, comme plus que retenir de l'information, ça permet de sélectionner les éléments importants? j'ai pas de Peut-être chiffres là-dessus. chose C'est juste, ça a pas été traité dans le papier? bah, enfin, vous voyez que donc par exemple sur l'average donc la moyenne, des résultats, d'accuracy sur les différents benchmarks qui ont été testés, finalement, il est comparable à des alternatives de transformers. Heu, un tout petit peu mieux même que les alternatives de transformers, mais voilà, ça dit pas non plus, à quel point c'est mieux, et ça reste des résultats de benchmark. Donc l'idéal, ça serait, de publier le modèle par exemple et d'avoir, un leaderboard dans lequel on puisse sélectionner une réponse, qui nous convient, pour avoir un résultat qui soit un peu plus, biaisé par l'humain si vous voulez, sur les qualités des résultats. Voilà là-dessus. Donc là, j'ai quand même repéré quelques limitations à ces problèmes-là, mais plus que des limitations, en fait, c'est juste du travail qui reste à faire pour que le modèle soit adopté par la communauté. Heu, donc il y a, savoir est-ce on peut faire des modèles, de cette nature-là qui soient plus gros et donc aussi plus compétents, heu, à voir. Il y a, l'architecture finalement de cette, mémoire à long terme. Donc là, ils ont choisi de prendre des MLP. Ils ont bien précisé dans le papier que, c'est pas un souci de simplicité et que 2 architectures sont possibles et voilà, ils laissent ça en travail futur. Heu, on a bien mis en avantage dans le papier ce qui est, donc la réponse que ces modèles apportent aux problématiques avec des contextes très longs. On n'a pas beaucoup de choses ou de données en tout cas sur, une comparaison avec des contextes, courts, très courts, pour savoir comment ça se compare aux transformers ou aux alternatives. Heu et voilà, le throughput qui est partagé est partagé pendant, l'entraînement, et on n'a pas donc, de données sur, ce qui est pendant l'inférence. Sachant qu'on a une descente de gradient pendant l'inférence et ce qui, voilà, qui peut poser problème. Et c'est là qu'on voit que les transformers sont là depuis un certain temps et il y a eu beaucoup de méthodes d'optimisation sur le mécanisme d'attention, sur le caching, et cetera, qui font qu'aujourd'hui, les transformers sont très performants. On a trouvé, tout plein de sous-petites optimisations. Heu,
Et c'est un peu souvent en fait ce qui pêche sur ces nouvelles propositions, c'est qu'elles ont tellement de retard en termes d'optimisation fine que lorsqu'elles sortent, elles peuvent être, elles ont beaucoup de potentiel, mais encore faut-il que les gens passent du temps dessus. Et la question c'est est-ce que la communauté le fera? Est-ce que ça vaut le coup, sur quelque chose qu'on est incertain, d'essayer de faire de l'optimisation? En plus, on l'a vu avec, les transformers, toutes les optimisations, toutes les méthodes nouvelles qu'on a, on les a eues, en 3-4 ans. C'était 3-4 ans de travail où, en plus ça a bien marché avec, l'émergence d'LLM donc, où beaucoup de gens ont travaillé dessus. Donc c'est vrai que ça va peut-être être une limite à l'adoption de nouvelles architectures qui pourtant pourraient être meilleures. Pour le coup, là, ils gardent le mécanisme de l'attention, donc ils profitent quand même des optimisations qui ont été faites sur le modèle, basé sur les transformers. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect, mémoire long terme qui reste à, peut-être optimiser aussi. Est-ce qu'il y a une implémentation, PyTorch Bientôt. bientôt? OK. D'après le papier, ce sera bientôt partagé. C'est un point essentiel pour l'adoption de la communauté. En effet. Ne pas avoir, implémenté des couches, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. C'est Google qui est derrière le papier, Oui. c'est ça? Et donc pour l'instant ils sont, l'implémentation c'est du JAX ou Je dirais JAX et PyTorch. JAX et PyTorch? Voilà, l'implémentation qui va arriver, normalement, elle sera en JAX et PyTorch. OK. D'accord. Bon et bien, merci Pierre pour cette, présentation du papier Titan. On espère aussi que les gens vont utiliser et trouver des nouveautés avec, cette nouvelle architecture et qu'on va avoir un nouveau saut de performance et peut-être ce qui va débloquer, ce plafond, qu'on semble avoir atteint un petit peu avec la LLM, à base de transformers classiques. On voit bien que, OpenAI, qui annonçait la GI, qui espérait avoir la GI, plafonne et c'est le cas aussi de tous les autres acteurs finalement. Est-ce que ce sera l'architecture du Et oui, je pense on va être obligé de passer dans une période, un peu de plateau pour porter des grands acteurs à, travailler sur des pistes, exploratoires. Parce que sinon, en fait, le coût, comme tu dis, hein, avec l'optimisation, puis même le coût des apprentissages sur du pré-training, sur du texte ou même sur d'autres, types de problématiques, c'est un très gros risque de partir sur une architecture très récente, très nouvelle. On a moins de retours que sur un bon vieux transformer. On a connu ces dernières années plutôt des innovations incrémentales que des révolutions réellement. Et c'est vrai, comme d'habitude, hein, ce héros, des temps modernes, Lucid Reigns a déjà fait une implémentation officielle. Comment fait-il? On ne sait pas. Mais j'espère qu'il l'a déjà. Merci Mathéo de nous le signaler. On a fini avec cette présentation. Merci encore à Pierre, pour cette présentation de Titan. Si vous avez apprécié le contenu, qu'on produit et qu'on essaie de vous fournir tous les mois, on vous invite vraiment à vous abonner, à repartager le contenu dans vos équipes, dans vos entourages et cetera, et à laisser un petit commentaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.